Longtemps considéré comme le symbole de la malbouffe, le burger continue de traîner une mauvaise réputation. On a quasiment le nombre de calories rien que là pour un homme la journée entière. Mais il y a aussi les chefs qui rêvent d'une étoile. Rodolphe Potier en rond, il vient de sortir de l'école de cuisine, on dirait, hein? Il y a peu d'élus. Sur les 175 000 restaurants que compte l'Hexagone, seulement 616 sont étoilés. Une étoile, c'est la garantie pour un restaurateur d'accroître son chiffre d'affaires. Souvent les chefs parlent d'une évolution du chiffre d'affaires d'environ 30%. Mais perdre une étoile peut être un véritable drame économique. Au début, j'ai pris une claque énorme. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, il n'est plus nécessaire de quitter son canapé pour bénéficier de la qualité d'un restaurant. Oh, les énormes bagels! Un marché de la livraison à domicile dans lequel de jeunes start-up ambitieuses se livrent une guerre à couteau tiré pour remporter la plus grosse part du gâteau. Tout est grammé très précisément parce que si on le fait comme ça au feeling, en fait, c'est pas rentable et on est vraiment au centime près. Dégager des bénéfices en livrant toujours plus vite les consommateurs. La pression économique peut parfois virer au drame. La voiture devant moi a freiné et j'étais tellement fatigué que j'ai pas eu le réflexe et je suis rentré dans le pare-brise. Burger, gastronomie, livraison de repas à domicile, plongée dans les secrets des restaurants. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Chaque semaine, notre équipe de journalistes se rend sur le terrain, décrypter un phénomène de société, une nouvelle tendance ou dévoiler les coulisses d'un lieu mythique. Pour ce numéro, nos équipes ont enquêté dans les secrets des restaurants. Et vous allez voir que dans notre pays réputé pour sa gastronomie, il y en a pour tous les goûts et surtout toutes les bourses. Le célèbre guide rouge fait et défait les réputations des plus grands chefs. Cette année, 70 restaurants ont reçu une étoile. Un cadeau mais aussi une pression monstrueuse pour les restaurateurs qui n'ont qu'une peur, perdre le précieux macaron. Nos caméras ont suivi ces chefs qui ne vivent que pour les étoiles, mais aussi ceux qui n'en peuvent plus et qui ont choisi de rendre leur tablier. Alors que représente une étoile pour un restaurant ? Dans les secrets des restaurants gastronomiques, la course aux étoiles, c'est une enquête de Marion Lecomte-Guérineau. Paris, Palais Brongniart. La presse du monde entier s'est donné rendez-vous ici. Aujourd'hui, Michael Ellis, directeur international des guides Michelin, révèle le palmarès des nouveaux chefs étoilés en France. Cette année, 70 nouveaux étoiles. C'est un record pour les guides Michelin. Ça démontre que la bonne cuisine, la gastronomie en France n'a jamais été aussi brillante. Dans les coulisses, ces 70 chefs étoilés sont un peu fébriles. Tous n'ont su qu'au dernier moment qu'ils allaient recevoir la célèbre distinction. Chef Yannick Aleno. Yannick Aleno entre en scène. Déjà triplement étoilé, il obtient ce matin-là un nouveau sacre avec son établissement de Courchevel. La troisième étoile, si rare et si convoitée. C'est une immense fierté à nouveau d'être récompensé par ces 3 étoiles. C'est aussi la France qui rayonne à travers le monde entier. Voilà, donc je suis aujourd'hui évidemment très ému d'être là à nouveau et voilà, merci. Merci. Merci à vous. Vient ensuite le tour des toutes premières étoiles. Il y en a 57 cette année. Il a pris le... Bravo, Fanny Ray. Et quel plaisir d'avoir une femme avec nous. Rodolphe Potier en rond. Rodolphe Potier est le plus jeune étoilé de cette édition. Il vient de sortir de l'école de cuisine, on dirait, hein? Il
Il a 14 ans. Non, je suis désolé. Pardon, excusez-moi, 26 ans. 25, pardon. En quelques secondes, la vie de ce jeune Rouennais vient de basculer. On a eu un coup de fil avant-hier et on a tout lâché, on était rassurés. Je renouvelle mon menu tous les jours. C'est de l'improvisation surtout. Que de l'improvisation, ouais. Un tout nouveau rôle pour Rodolphe, qui a ouvert son restaurant il y a à peine 18 mois. Et vous réalisez là? Pas encore. Je pense que je réaliserai la semaine prochaine quand ça sera passé un petit peu. Et vous l'avez appris comment? Ils m'ont passé un coup de téléphone mardi soir, au tout début de service. Voilà, pour m'annoncer la grande nouvelle. Il y a eu une explosion de joie dans le restaurant. Les clients ont dû entendre en salle d'ailleurs. Toute mon équipe était vraiment heureuse et moi aussi. On a même pleuré. Donc c'était beau. On va démarrer une nouvelle aventure du restaurant avec des règles encore plus strictes et encore une envie de mieux faire, encore plus poussée. Mais dès demain, à l'aube, tous ces cuisiniers retourneront à leur fourneau. Objectif, conserver précieusement ces étoiles qui brillent fort au-dessus de leur toque. Sur les 175 000 restaurants de l'Hexagone, 616 sont étoilés. Et ils sont tous recensés dans un seul et même ouvrage. Le Michelin peut être adulé, peut être décrié, mais c'est le juge de paix. Créé en 1900 par les frères Michelin, ce petit livret était au départ distribué aux automobilistes et recensait les informations pratiques sur la route. On partait en vacances avec les cartes Michelin, le guide Michelin, grâce au guide Michelin, on s'arrêtait dans les restaurants, dans les hôtels. Et du coup, ça a toujours bercé mon enfance. En un siècle, il est devenu une véritable bible de la gastronomie qui fait et défait la réputation des chefs. Alors, que représente une étoile pour un restaurant? Et sur quels critères les chefs sont-ils jugés? Tous les détails qui vont faire le niveau technique du plat, par exemple, l'assaisonnement, la cuisson exacte, tout ça, c'est préférable de prendre des notes. Alors, comment les chefs se battent-ils pour conserver leur étoile chèrement acquise? Nous avons mené l'enquête dans l'univers de la haute gastronomie française. Bonjour Marion, bienvenue au Flaris. Alors on y va? On va travailler? Nous sommes allés à la rencontre de ces chefs qui ne vivent que pour les étoiles, investissant des sommes colossales. C'est au-delà de 200 000 €, je pense. Ils se mettent ainsi une pression colossale. Il a pleuré plus d'une fois où je lui ai dit « mais arrête, c'est pas possible, c'est trop dur ». Car avec une étoile, un restaurateur accroît ses bénéfices. Souvent les chefs parlent d'une évolution du chiffre d'affaires d'environ 30%. Mais perdre une étoile peut être un véritable drame. Alors certains chefs préfèrent y renoncer. Au début, j'ai pris une claque énorme. Enquête dans les secrets des restaurants étoilés. Rouen, en Normandie. Nous retrouvons Rodolphe Potier, notre tout nouveau chef étoilé. Une trentaine, comme ça, 38, ouais. Bonjour, enchanté. Bonjour. Rodolphe, vous allez bien? Ça va bien. Pas d'allergie aux poissons, etc. Et après, on fait... Il commence tous les matins son travail par une visite chez son poissonnier. Et ça, en termes de qualité, tout vivant. Cela fait 10 ans que Rodolphe voue sa vie à la cuisine et il ne travaille que des produits frais. Oui, encore une par personne, ça suffit. Une grosse noix comme ça, quand on a ça en bouche, c'est exceptionnel. Moi, j'ai mangé chez toi il y a de ça 1 an, et c'est vrai que je me suis régalé. Je me suis dit, c'est quand même de la cuisine qui est haut de gamme. Et si ce nouvel étoilé a le triomphe modeste, pour Paul, son fournisseur et ami, travailler pour lui est une grande fierté. Oui, il m'impressionne par cette
par ce travail qu'il exerce au quotidien. Après, tout doit lui revenir, c'est-à-dire que c'est un bosseur. Il y a 8 heures, il est au restaurant, je sais que tu y es tard le soir aussi. Ouais. Et c'est un autre métier, mais c'est vrai que moi, sans des gens passionnés, des personnes comme ça qui m'accompagnent tout le temps, comme Paul, moi, je pourrais faire un métier, quoi. je peux dire que félicitations et puis fêter ça autour d'un petit verre entre nous, voilà. Salut, à la prochaine. Ouais, merci. Merci. Et puis, Les mains chargées, Rodolphe rentre dans son restaurant qui porte sobrement le prénom du chef. Pourtant, ce lieu est avant tout une affaire de famille. Bah oui, et toi? Ouais. Ça a été hier soir? Ouais, ça a été. Ça va bien? On a fini tard. À quelle heure? Ouais. À quelle heure? 1 heure. Ah oui, quand même. Ses parents n'ont pas hésité une seconde à prendre des risques pour financer le rêve de leur fils. On a vidé notre livret A pour pouvoir commencer cette belle aventure. Rodolphe a également dû emprunter 180 000 € à la banque et hypothéquer la maison familiale en guise de garantie. Ça marche bien, mais bon, la maison reste hypothécable. Hein. Aujourd'hui, ils regardent ensemble la remise de sa première étoile. Petit homme. Ah oui, là. Ah, dis donc, qu'est-ce que tu es beau. Regarde. C'est vrai que tu fais jeune par rapport aux autres. Pourtant, le chemin n'a pas été simple pour le jeune Rodolphe. Il a pleuré plus d'une fois où je lui ai dit mais arrête, c'est pas possible, c'est trop dur. Un peu plus tard, toutes les larmes étaient avalées et on repartait mieux que jamais. Enfin, non, je sentais une détermination profonde. Depuis qu'il est étoilé, le restaurant de Rodolphe a doublé ses réservations. Le lendemain de l'annonce officielle, je suis rentré ici et j'avais 96 messages sur le répondeur et quelque chose comme 200 appels manqués. Il m'a fallu 2 ou 3 jours pour vider le répondeur en fait, parce que le temps de prendre les messages, j'avais des appels en même temps. Le duo de frères travaille ensemble. Jordan, l'aîné, gère l'administratif. Rodolphe, lui, est derrière les fourneaux. L'étoile, c'est bien beau, mais pour ça, il faut travailler. Il y a du boulot. À ce soir. Oui, bon courage. Bon courage. Et vous me laissez tranquille, j'ai du boulot. Pourtant, dans les cuisines, ils ne sont que 2. Le chef est secondé par Brice, 19 ans. Malgré son étoile, Rodolphe a choisi de ne pas embaucher de personnel supplémentaire. C'est du boulot, il faut être vachement organisé. À 2, en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir oublié un petit élément d'un plat. Pendant un service, ça foutrait la pagaille. Après, c'est une organisation à prendre. Bonsoir, bonsoir. Salut. Bonsoir. Ça a été? Ça vous a plu? On tenait déjà d'abord à vous féliciter pour l'étoile. Merci, merci. On avait retenu sans que vous ayez l'étoile. Ah ouais, bon, ça rien, il n'y a rien qu'à changer. Les inspecteurs du Guide Rouge ont donc été conquis par la cuisine de l'un des plus jeunes chefs de France. Mais quels sont les critères de cette institution pour attribuer ces étoiles? Pour le savoir, nous avons rencontré un critique culinaire indépendant. Bonjour. Bonjour. En fait, le Michelin a mis en place un barème et a mis 5 critères de notation. La qualité des produits. Ensuite, il y a les cuissons, la personnalité du chef, la régularité et le rapport qualité-prix. Quels sont les investissements nécessaires pour obtenir des étoiles? Il faut d'abord des bons produits. Et les produits, ça coûte cher. Ces petits trésors valent parfois une fortune. Il faut avoir ensuite un bon outil, donc ça passe par des très belles cuisines. Et puis,
Le service n'apporte pas forcément des étoiles, mais il permet de peut-être pas en perdre. Parce qu'une fois qu'une assiette sort de la cuisine, elle est confiée au service, à un directeur de salle, à un maître d'hôtel, à un chef de rang. C'est important d'être bien entouré et on ne peut rien faire tout seul, c'est absolument impossible. Des produits de luxe, un personnel hautement qualifié. Voici donc les éléments clés qui permettraient d'obtenir une étoile. Mais alors, comment se passe vraiment une inspection ? Pour comprendre comment sont évalués les chefs, nous avons sollicité le fameux guide rouge, qui a refusé notre demande de tournage. Alors, nous sommes allés toquer chez son concurrent, le tout aussi célèbre guide jaune. Quelques jours plus tard, nous rencontrons Juliette, inspectrice depuis 15 ans. Vous ne verrez pas son visage. Ici, la politique reste la discrétion. Mais elle a accepté de nous amener dans une de ses missions. Bien évidemment, nous filmons en caméra discrète. Qu'est-ce que vous regardez en premier lieu quand vous arrivez dans un restaurant? Et l'accueil surtout, parce que c'est la première impression qu'on a en passant à la porte. Est-ce que la réservation est bien notée Vous la faites en votre nom? Non, je change régulièrement. J'ai tout un tas de pseudonymes. Des clients mystères qui doivent coûte que coûte conserver leur anonymat. C'est la garantie d'un service sans traitement de faveur. Pour le plat principal, vous avez de la volaille qui est rôtie avec encornet et riz noir. Tous nos sens là sont en éveil, donc on a la vue, l'odorat aussi. On a quand même des couleurs qui nous attirent. C'est assez poétique comme assiette. L'assiette représente 60% de la note finale. Mais avant la dégustation, elle doit prendre une photo. C'est particulièrement important. Évidemment, je me souviendrai que ce plat est un plat léger, de saison. Mais après, tous les détails qui vont faire le niveau technique du plat, par exemple, l'assaisonnement, la cuisson exacte, tout ça, c'est préférable de prendre des notes. Vient ensuite le plat principal. Vous voyez, cette cuisson de la volaille, c'est quand même magnifique. C'est un plat qui est quand même relativement technique dans la mesure où réussir une cuisson pareille, il faut avoir un certain niveau. Une cuisine de qualité pour 34 € seulement. Juliette a le sentiment d'en avoir pour son argent. Le rapport qualité-prix, oui, ça rentre en compte aussi dans l'enquête, c'est très important. Ce plat-là, à 150 €, c'est vrai que, voilà, vous voyez, on n'a pas le même plaisir tout de suite. Là, sur un menu à 34 €, on a encore plus de plaisir, on a encore plus envie de revenir, parce qu'on se dit, je peux en faire ma cantine. Vous êtes salarié du Goemio? Non, pas du tout. Non, je ne suis pas rémunérée pour faire des enquêtes, je suis défrayée. Vous êtes du coup dans la restauration ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, je suis photographe. Pour nous, ça doit rester une activité de passion. Une passion plus qu'un métier chez les inspecteurs du guide jaune, contrairement à leurs concurrents du guide rouge qui, eux, sont salariés et gagnent en moyenne 2 500 € par mois. Une différence fondamentale pour le directeur de Goemio. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Si on n'est pas indépendant, on n'est pas un guide de critique. Ça veut dire qu'on est proche des restaurateurs, proche des chefs, et donc on est juge et partie. D'accord, donc le fait qu'au guide Michelin, ce soit des inspecteurs salariés, finalement, ça biaise un peu leur travail, selon vous? C'est vous qui le dites. Je ne me prononcerai pas sur mes confrères, qui font par ailleurs un très bon travail, mais c'est clair qu'on a une méthode différente. Les méthodes diffèrent, mais le but reste le même. Noter les établissements.
un restaurant est visité plusieurs fois avant de recevoir la distinction suprême. Une toque dans le guide jaune ou un macaron dans le guide rouge. Mais vous allez voir qu'une fois l'étoile acquise, encore faut-il la conserver. Nous sommes dans l'un des plus vieux restaurants de la capitale. Aux commandes de la cuisine, Julien Dumas, un chef attentif aux moindres détails. J'aime bien tout voir. Tout voir, tout regarder, tout goûter. Alors, au début, ça fout l'impression un peu aux gens qui cuisinent avec moi, mais ce que je leur dis, il ne faut pas qu'ils aient la pression, ils ne sont pas jugés. Avec moi, ils ne sont jamais jugés. Étoilé depuis un an, l'homme fait tout pour conserver son prestigieux titre. À commencer par d'importants investissements, notamment dans les assiettes. Cette assiette-là, elle est plus dans l'esprit d'un plat en bouillon, un peu comme un bouillon soit chinois, soit japonais. Et ça, c'est l'assiette du chou-fleur et du merlan aussi. C'est les deux plats qui me suivent depuis que je suis arrivé. C'est celle qui les met le plus en valeur, je trouve. Ça, après, c'est une assiette qu'on prend pour toutes les viandes. Ça, c'est une assiette d'entrée ou alors de viande dégustation. Alors, c'est l'assiette de présentation. Celle-là, elle nous servait aussi pour faire un foie gras betterave avant. Là, elle ne nous sert plus à rien. Pour ces 300 assiettes, il a fallu débourser plus de 15 000 €. Mais ce n'est pas tout. Direction la salle. En investissement pur, on a fait tous les couverts en argent qui sont un peu dans l'esprit des boiseries de la maison. Vous les avez fait sur mesure? Les motifs, oui. Montant total des rénovations? Au-delà de 200 000 €, je pense. D'accord. Un investissement colossal. Pourtant, Julien n'a pas dépensé un centime de sa poche. Ce restaurant ne lui appartient pas. Le propriétaire est l'un des principaux producteurs de champagne au monde. Et il a fallu que le jeune chef fasse ses preuves face au groupe financier. Vous devez leur rendre des comptes sur quoi? Le nombre de clients, sur le prix que vous mettez dans les produits? Ouais, c'est ça, c'est surtout le prix qu'on met dans les produits, quoi. Je fais pas du politiquement correct, mais au début, ça a été un peu un nerf de la guerre, mais là, ça va, c'est un peu tassé. Ça n'a pas été évident au début? Mais non, mais parce que moi, je suis arrivé, j'étais personne. Donc il fallait gagner leur confiance un peu. Et selon le chef, cette stratégie financière plaît au guide rouge. Je pense qu'ils font très attention à la façon dont la maison est tenue. Donc si vous avez des très belles nappes, que c'est chaleureux, c'est une expérience qu'ils viennent vivre. En fait, ils se mettent à la place d'un client avec un œil quand même assez précis, assez professionnel. Et du coup, je pense que ça joue effectivement dans leur verdict. Julien a donc pu recevoir les fonds nécessaires pour garder sa prestigieuse distinction. Mais d'autres n'ont pas les mêmes soutiens financiers. Alors, tous les restaurants sont-ils égaux dans cette course aux étoiles? Nous sommes allés poser la question à un spécialiste financier. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous, merci. On y va? Oui. C'est plus facile, et on le voit, d'obtenir les étoiles dans des établissements qui sont des établissements luxueux, qui sont possédés par des groupes financiers ou des grands groupes qui ont la capacité de supporter ces investissements, éventuellement aussi de supporter les pertes temporaires, parce que les pertes temporaires vont être compensées par les gains des autres entreprises du groupe. Eh bien, on a tendance à réserver les étoiles à ces établissements qui sont luxueux et puis à moins récompenser, toutes choses égales par ailleurs, les restaurants qui sont, on va dire, plus familiaux, de plus faible taille et qui sont pourtant, pour certains, très méritants. Est-ce qu'on peut dire du coup que la course aux étoiles, c'est un peu une course au financement? Clairement, on sent que
il y a une forme de règle implicite qui veut qu'un chef qui souhaite acquérir des étoiles doit investir et doit s'engager dans une stratégie un petit peu dangereuse, une stratégie financière coûteuse et puis risquée. Et ce risque est quand même extrêmement stressant. Ce stress se transmet, semble-t-il, en cuisine et puis épuise nos chefs. Et si les chefs stressent autant, c'est parce que la Bible de la gastronomie mondiale ne fait pas qu'attribuer les étoiles. Elle peut aussi les retirer. Cela peut entraîner des conséquences économiques désastreuses et pousser les chefs à bout. Pour éviter de telles pressions, vous allez voir que certains chefs ont fait le choix de renoncer à cette prestigieuse distinction. Nous sommes à Genève. Nous allons rencontrer Claude Legras. Bonjour Marion, bienvenue au Flaris. Alors on y va? On va travailler? Pour ce chef et son épouse Inès, la deuxième étoile, obtenue en 2007, sonnait comme la promesse d'un avenir heureux. Avec plaisir. Claude investit alors beaucoup d'argent, recrute du personnel et donc augmente ses prix. Du coup, les clients hésitent à venir et le restaurant se vide. Un 0 un midi au gastronomique, un 0 le soir au gastronomique et le lendemain midi, 0 aussi. Donc là, vous vous posez des questions parce que, hormis pourquoi il n'y a pas de clients, c'est que là, le cuisinier se pose des questions. Là. Ma cuisine, elle n'est pas bonne, je ne plais pas, je suis trop cher. Jules Boudin, le fondement. Pour faire revenir ses clients, Claude travaille jusqu'à 19 heures par jour. L'épuisement et la faillite le guettent. On le voyait très triste et c'est vrai, à un moment donné, on a eu peur pour sa santé et c'est pour ça que je lui ai posé cette question à un moment donné, est-ce que ça vaut le coup de continuer? C'est irrespectueux de me poser cette question, ça fait 46 ans que je baigne dans le monde des étoiles et tu me demandes de me retirer. C'est irrespectueux, oui, je me suis presque mis en colère, hein, je crois Inès, hein, j'étais pas bien, hein, dire que, et puis ouais, il faut être sensé à un moment, il faut réfléchir. Au début, j'ai pris une claque énorme. En novembre 2016, le chef prend alors une décision. Il réunit sa brigade et leur annonce qu'il rend ses étoiles. Guillaume, qui est mon chef, qui était devenu tout blanc, mon maître d'hôtel aussi, du tout blanc, et là je me suis dit je les ai perdus. Hein. J'osais plus m'approcher d'eux, parce que quelque part c'était aussi une certaine trahison. Hein. Et ce soir-là, Claude se sépare de 10 personnes sur les 22 de sa brigade. Mais ici j'avais 2 cuisiniers qui faisaient donc la cuisine pour le café, et là j'avais ici la partie garde-manger, où j'avais un cuisinier, voire un cuisinier et demi, pour envoyer toute la partie froide. Mais là, il n'y a plus personne. Non, il n'y avait personne. Pourquoi? Parce que j'ai simplifié la carte. Des plats plus simples qui permettent à Claude de réduire ses coûts. Exemple, avec la trilogie d'huîtres, l'un de ses plats signature. Cet élément-là, c'était un plat que je faisais quand j'avais des étoiles Michelin. Mais la différence, c'est que on faisait une huître en tartare, on faisait une huître au champagne, et après on faisait une huître au caviar. On remplace le caviar. Aujourd'hui, en notant le caviar et le champagne, la trilogie d'huîtres est passée de 75 à 38 €. Une cuisine plus abordable qui attire de nouveaux clients. Sur cette pression des étoiles, il faut toujours être au top et puis on fait une cuisine un peu plus directe. On a moins de chichis sur l'assiette. Les chaises confortables, l'argenterie ont également été rangées au placard, tout comme les 300 nappes. Là, je suis à 24 500 francs suisses d'économie pour une année. Ça veut dire pratiquement 24 000 € rien que de blanchissage pour les nappes du restaurant, de l'ancien restaurant gastronomie. Tu vois, c'est quand même énorme, c'est énorme. On a fait un bon choix. Un goût de liberté retrouvé
pour ce meilleur ouvrier de France. Merci Nico. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Il a décidé de populariser sa cuisine en ouvrant un food truck, un camion ambulant de restauration. Il n'y a pas besoin d'avoir un tapis rouge pour accueillir les gens. Dans ce métier, il faut être humble. Notre métier, c'est quoi? Avant tout, c'est d'apporter du plaisir aux gens. Mais pas si simple de sortir de la Bible de la gastronomie. Nous avons découvert que malgré son désaccord, le restaurant du chef figure toujours dans l'édition suisse, mais désormais avec une seule étoile. Depuis plus de 10 ans, le Petit Guide Rouge fait et défait les réputations des chefs. S'il a souvent permis de découvrir de futurs grands noms de la gastronomie, il continue également, aujourd'hui, à faire trembler. Peut-être que ce soir, comme moi, vous n'avez pas envie de cuisiner ni d'aller au restaurant. La solution, se faire livrer. Un Français sur 2 a déjà utilisé une application pour recevoir des repas à la maison ou au bureau. 3 clics et 30 minutes plus tard, vos plats préférés sont là. La restauration vit une révolution numérique. Cela s'appelle la food tech, un marché en pleine ébullition. Alors quels sont les acteurs de ce secteur qui aiguisent les appétits? Les clients bénéficient-ils toujours de la même qualité à la livraison? Petits plats et gros business, dans les secrets de la livraison à domicile, c'est une enquête de Laetitia Fourperier. Nous sommes à Bordeaux, en compagnie d'Héloïse et de ses 2 colocataires, Suzon et Baptiste. Et comme chaque vendredi soir, la même question. Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On commence à avoir faim, ça va plus me faire. On commande. Depuis une dizaine de mois, ces étudiants sont adeptes de la livraison à domicile. Grâce à une application sur leur téléphone, ils peuvent choisir parmi de nombreux restaurants. Oh, ça. Du français. Du Camembert. camembert rôti. J'adore la nourriture française. Et du coup, quand on sait pas vraiment quoi manger, bah... En plus, il y a des belles photos, ça incite bien, enfin... Ouais, ça donne envie. C'est vite surtout le dilemme, c'est on va à quel restaurant? C'est soit on fait un asiatique, soit un italien, soit on va faire un restaurant français. Ouais. Donc c'est vraiment le fait d'avoir le choix chez soi en fait. Quelques minutes plus tard, leur choix est fait. Bagel, camembert rôti, sushi, de quoi satisfaire le palais de chacun. Pour Héloïse, se faire livrer, c'est avant tout l'avantage de profiter d'un bon dîner sans bouger. Surtout, ce qui est bien, c'est qu'on a le confort de rester chez soi. Ça, c'est... Parce que, enfin, moi, je suis un peu casanière, j'aime pas trop sortir, du coup, les restos, le soir, tout ça... On a facilement la flemme, mais là, c'est cool, on reste à la maison, on a un bon petit repas, on n'a pas besoin de faire à manger. 20 minutes plus tard, les commandes arrivent. Oula, ah oui. Je vous ouvre. Hé hé. Ah, ça y est. Ouais, alors ça c'est camembert rôti. Madame. Et oh, les énormes bagels. Les 3 amis s'en sortent pour une quinzaine d'euros chacun. Comme eux, un Français sur 2 est déjà passé par une application pour se faire livrer les plats de leur resto préféré. Trois clics, c'est la seule chose à faire pour obtenir en 30 minutes chrono les petits plats de vos rêves. La livraison de repas explose en France et elle a bouleversé la manière de s'alimenter des citadins pressés. Ça marche plutôt bien. C'est pratique. Ça fait gagner du temps. C'est bon. On peut pas se faire à manger chez nous, donc bah, on commande. On n'a pas envie, donc voilà. Et c'est livré rapidement, c'est moins cher qu'en boutique, donc plutôt contente. Nous, ça fonctionne bien, on l'utilise souvent. On l'utilise très souvent. On estime que d'ici 3 ans, le marché français de la livraison de repas à domicile pourrait peser plus d'1 milliard d'euros.
Du coup, dans l'Hexagone, de plus en plus d'entreprises se lancent sur ce créneau. Sur une boîte qui réussit, il y en a 11 qui échouent. Alors, qui se cache derrière ce nouveau business ultra compétitif? Comment les restaurateurs vivent-ils cette révolution numérique? Serait-ce pour eux le moyen de s'en sortir? Ou au contraire, cela va-t-il les mettre en difficulté? C'est innovant, c'est dans l'air du temps. Et les clients dans tout ça, profitent-ils vraiment de la qualité d'un restaurant lorsqu'ils commandent sur Internet? Ah non, c'est pas possible. J'arrive vraiment pas à le manger. Nous sommes partis à la rencontre de ceux qui sont prêts à tout pour devenir les leaders de ce marché. L'idée, c'est de s'assurer que les gens puissent commander tous les jours. Nous avons également donné la parole aux travailleurs qui ont été écrasés par ce système, prêts à tout pour satisfaire les clients dans les plus brefs délais. La voiture devant moi a freiné et j'étais tellement fatigué que j'ai pas eu le réflexe et je suis rentré dans le pare-brise. Les responsables, c'est vous et c'est moi. Enquête dans les secrets du business très convoité de la livraison à domicile. Paris, 15e arrondissement. C'est ici que Damien a ouvert son premier restaurant. Il est à peine 19h et le chef vient déjà d'envoyer sa 3e commande. Allô les gars, j'ai un menu, d'accord? J'ai un œuf parfait, j'ai une cocotte de cabillaud et un coulant au chocolat, d'accord? Allez, merci. Une commande assez classique, pourtant le chef ne verra pas ses clients. Ils ont commandé à distance, via leur téléphone. Service, s'il vous plaît, là. Et si les commandes se multiplient pour le restaurant de Damien, c'est qu'il est recensé par 3 sites de livraison différents. Ici, on a 3 plateformes et on a une imprimante. D'accord? L'imprimante, elle est reliée aux 3 plateformes. On en a 2 actives aujourd'hui. Et en fait, il y a un petit... chaque plateforme a sa petite sonnette. Quand ça sonne, on ne fait qu'accepter la commande. Un système qui fonctionne grâce à la géolocalisation. Du coup, le chef reçoit les commandes de clients qui se trouvent dans un rayon de 5 km maximum. Côte de veau à point, s'il vous plaît, et un menu végétarien. D'accord? Un petit curry. On y va? Plus de plats à envoyer, sans embaucher davantage de main-d'œuvre, le restaurateur a dû s'adapter. Au début, je ne vous dis pas que le premier mois, ça n'a pas été compliqué. Tous mes gars ont dit ouais, ça va nous faire du boulot en plus. Mais aujourd'hui, 1 an après, ça paraît absolument évident pour tout le monde. On a tendance un petit peu à prioriser les commandes vente à emporter. Parce qu'au fait, un client, il peut patienter 2-3 minutes de plus, il est à table, il est dans l'ambiance, il est tranquille, il a les petites bougies, tout va bien, donc lui ça va. Du coup, de aller vachement vite, ça implique pas de négliger un petit peu la déco, la présentation. Comme on a des boîtes, c'est un peu plus en tas. Par contre, la quantité et la qualité est exactement la même, rigoureusement la même. Et si Damien chouchoute ses clients virtuels, c'est parce que les commandes passées depuis les applications gonflent son chiffre d'affaires. 8% de plus chaque soir. Du coup, quels sont les points négatifs à être partenaire d'une ou de plusieurs startups de livraison? Aucun point négatif. Vraiment. Je vois pas où est le négatif. Ça nous apporte un chiffre d'affaires en plus. Ça nous fait connaître à des clients qui ne vont pas forcément chez nous. Mais il existe néanmoins une contrepartie. Les restaurateurs, comme Damien, doivent reverser à l'application 30% du prix de chaque commande. Alors pour cette addition de 24 €, 7,20 € iront directement dans les poches du propriétaire de l'application. Mais cette commission élevée convient-elle à tous les restaurateurs? Bonsoir. Quel numéro? Si la plupart des restaurants jouent le jeu,
En proposant une qualité et des portions identiques, sur place et à la livraison, certains ne respecteraient pas le deal passé avec les applications. Lors de notre enquête, nous avons découvert sur les forums qu'un seul et même établissement pouvait parfois avoir des avis très contradictoires, qu'on y mange sur place ou qu'on commande. Exemple, ce petit restaurant mexicain dans lequel nous nous sommes rendus. Sur place, c'est par une assiette de nachos que nous commençons notre repas. Petit panier de chips avec, pouvoir piocher. Bon point, le fromage est fondant. Puis pour le plat, nous commandons des tacos. L'assiette est copieuse et délicieuse. Le petit bout de coriandre fraîche là, c'est trop bon. Nous finissons par un dessert plutôt appétissant. Au total, 35 €. Un rapport qualité-prix correct. Le lendemain, via une application, nous commandons exactement le même menu au même endroit. Et là, mauvaise surprise. 1, 2, 3, 4, 5. J'arrive pas à attraper le fromage. Il est tout dur. C'est pas possible, c'est immangeable. Voilà. En fait, c'est tout accroché. Ah non, c'est pas possible. Il s'effrite. Il se casse. Le tacos, il est pas très bon. Il est tout sec. La coriandre a cuit. La viande, elle est sèche. Et côté dessert, ce n'est pas mieux. Le gâteau a visiblement mal tenu la livraison. Conclusion, nous avons payé seulement 1 € de moins qu'au restaurant pour un résultat très décevant. J'en ai eu pour 34 €. Et bah pour 34 €, j'en ai pas pour mon argent. Alors, certains restaurants profiteraient-ils du mur virtuel qui les sépare des clients pour les duper? Rogneraient-ils sur la qualité pour compenser les 30% de commissions prélevées par les applications? Pour répondre à nos questions, nous rencontrons Denis Jacquet, expert en révolution numérique. Bonjour bienvenue chez nous. Merci. Installez-vous. Le restaurant qui doit livrer bien évidemment aux heures de pointe, là où tout le monde est à plein dans le restaurant et en plus à plein avec les coursiers, peuvent être amenés à faire moins bien, plus vite, un peu bâclé, un peu moins bien chauffé, un peu moins bien pesé, donc j'en ai mis un peu moins. Bon voilà, et puis vous avez toujours effectivement ces 2 ou 3% qui trichotent un peu ou qui trichent carrément, mais quand ça arrive 1 fois, 2 fois, 10 fois, là aussi Internet corrige très vite, et si les gens se plaignent tous du même restaurant, en général il disparaît des radars assez rapidement. En fait, certains restaurateurs auraient encore du mal à se familiariser avec ces commandes numériques, car il faut être capable de répondre immédiatement à la demande de ces clients virtuels de plus en plus exigeants. Aujourd'hui, avec un smartphone, on a pris l'habitude de penser que tout est instantané, tout est tout de suite, c'est immédiat. Je cherche, je trouve. Je veux, j'obtiens. Avant, on était capable de faire dans un bon restaurant la queue pendant 1 heure. Non, là, c'est dans 10 minutes. Là, je le veux tout de suite, j'ai faim. Il faut que ça soit chaud et que ça arrive chez moi. Donc, c'est une dictature de nous, les consommateurs. Et pour répondre à ces clients de plus en plus pressés, les applications de livraison se livrent une guerre impitoyable. Oui, bonjour, c'est Laetitia au téléphone. Nous avons contacté les 4 géants du marché de la livraison pour leur proposer de répondre à nos questions. C'est assez compliqué de mettre ça en place, mais là, c'est vraiment, ça ne dépend plus de moi, c'est voilà, à la direction et c'est vraiment total. Ils ne souhaitent pas être filmés, c'est tout. Vraiment, il n'y a pas d'autre explication, il n'y a rien à cacher, mais voilà. Et vous allez voir que dans ce secteur très convoité de la restauration livrée à domicile,
les scandales ne sont jamais bien loin. « 26 juillet 2016. Un scandale explose dans le monde de la livraison à domicile. Face à la concurrence qui fait rage, l'un des leaders du secteur se déclare en cessation de paiement. En fermant son site subitement, la start-up met en difficulté financière 3200 restaurants partenaires. Joint par téléphone, l'une des restauratrices touchées par cette affaire a accepté de nous parler. Vous avez perdu de l'argent à cause de ce dépôt de bilan? On est à un petit peu plus de 1000 euros de perte. C'était quand même une somme importante pour nous et donc ça correspond à la perte des commandes de tout le mois de juillet sur le site. Donc les clients ont payé leurs commandes sur le site, mais le site ne nous a jamais reversé l'argent ni à nous, ni aux livreurs. L'affaire fait scandale et soulève la colère des établissements partenaires. Ils reprochent à la start-up belge de ne pas les avoir avertis plus tôt de la situation. Ils étaient en train de planter tout le monde et dans des conditions franchement pas clean. Donc ils ont continué à faire tourner la société pendant un mois avec l'argent des livreurs et des restaurateurs. Du coup, quelle est votre réaction? C'était assez brutal parce qu'on se dit vraiment que c'est fini, qu'on ne reverra pas notre argent et que c'est un peu un sale coup, quoi. 20 millions d'euros de commandes se seraient évaporés. Alors, une question se pose. Ce modèle économique est-il viable sur le long terme? Et qui survivra dans ce marché en ébullition? Nous retournons voir Denis Jacquet, notre expert en révolution numérique. Alors l'enjeu pour une start-up qui veut réussir, c'est d'être le leader. Celui qui est le premier, il rafle le marché. Mais pas français, le marché européen, le marché mondial. Mais pour être rentables, ces start-up ne peuvent s'implanter que dans les grandes villes de l'Hexagone. Il y a 36 000 communes en France. La plupart sont des communes de 500, 2000, 1500 habitants. Ils ne peuvent pas aller là-bas. En termes de logistique, c'est impossible. Donc du coup, ça se concentre sur des grosses communautés, du Paris, du Lyon, du Marseille, du Lille, etc. Donc du coup, pour réussir à faire du volume sur 5 ou 6 villes par pays, ça ne suffit même pas pour rentabiliser l'entreprise. Ce qu'on oublie aussi, c'est que sur une boîte qui réussit, il y en a 11 qui échouent. Et vous allez voir que pour tirer leur épingle du jeu et être rentable, certaines sociétés ont inventé un nouveau concept. Prendre tout en charge, de la fabrication du repas à la livraison. Plus besoin de passer par un restaurant. Montreuil, 7h du matin. Nous arrivons dans l'un de ces restaurants entièrement virtuels. Sous nos yeux, les produits frais sont en train d'être livrés. Ah, ils en avaient des poireaux crayons. Ouais, c'est bien. Julia est la directrice de la cuisine. On vient de réceptionner les marchandises qui sont pour nous presque les plus importantes, c'est les fruits et légumes. C'est ça l'équilibre et c'est ça une bonne alimentation. Une bonne alimentation qui passe tout d'abord par le choix des produits. Elles étaient bien en fait les framboises du truc là. Ouais, c'était bien de qualité. Okay. Julia et ses 55 coéquipiers maîtrisent la chaîne de A à Z. C'est la particularité de ce restaurant virtuel. Et vous avez Fernando ici, dont le métier est de réceptionner toutes les marchandises et de vérifier justement que ça soit nickel. Donc c'est lui qui va nous alerter en premier s'il y a un produit qui juge pas qualitatif, pas conforme à nos standards. Et si la société est exigeante sur la qualité des marchandises, c'est parce qu'elle ne cuisine que des produits de saison. Chaque jour, les recettes changent. Alors, l'objectif de Julia est d'éviter au maximum les pertes. Et pour cela, elle a ses astuces.
Tout est grammé très précisément, à la fois pour que on ait la production qui convienne, c'est-à-dire qu'on arrive à sortir le bon nombre de barquettes, et à la fois aussi pour que nous, on arrive à rentrer dans nos frais, parce que si on le fait comme ça au feeling, en fait, ça c'est pas rentable, et on est vraiment au centime près. Julia évite ainsi le gaspillage. Cela lui permet d'être très compétitive. Ici, menu, entrée, plat, dessert fait maison et facturé en moyenne 15 €. Mais ce n'est pas tout. Pour se démarquer de ses concurrents, elle a eu une idée toute simple et pourtant très ingénieuse. Livrer des plats à réchauffer. En étudiant les habitudes des consommateurs, on s'est dit que ça permettait aux gens en fait de maîtriser leur moment de consommation. Ils peuvent le commander à 11 h au bureau et le manger finalement après leur réunion à 13 h. Il n'y a pas de souci, ils ne sont pas contraints par le fait qu'on livre chaud. Chaque jour, l'entreprise envoie dans la capitale 1500 plats fabriqués la veille par leur brigade de 25 cuisiniers. Ils sont ensuite stockés dans des entrepôts différents, appelés des hubs. Un hub, c'est l'endroit qui permet aux coursiers de récupérer des plats et après les livrer. C'est une plateforme en fait de stockage avant la livraison. Voilà, exactement. Ça permet d'avoir des temps de livraison qui ne sont pas trop longs. Moi, je vais gérer toute la zone qui est ici. Et toutes les adresses qui sont répertoriées dans cette zone, automatiquement, ça nous revient à nous. Ici. À toutes. Merci beaucoup. Voici Claire. Elle commande sur cette application 2 fois par semaine. Et là, le plat qui arrive comme ça. Quand c'est livré froid, c'est la certitude aussi que ça n'a pas été réchauffé 14 fois avant. Et voilà. En seulement 3 clics, les citadins pressés et affamés reçoivent au pas de leur porte des petits plats mijotés. La clé du succès serait donc la qualité et la rapidité. Et vous allez voir que les coursiers sont le maillon indispensable à cette logistique. Nous sommes partis à la rencontre d'un coursier qui a accepté de témoigner à visage masqué. Il raconte ses cadences infernales. C'est place de la République, à Paris, que nous le retrouvons. À 25 ans, le jeune homme fait jusqu'à 17 courses par jour. Chaque livraison lui rapporte 5,75 €. Il gagne donc environ 3 000 € par mois. C'est un travail qui est assez prenant dans le sens où plus on va travailler, plus on va gagner. Il faut enchaîner un maximum de courses, non? Il faut enchaîner pas mal de courses, oui. On va dire c'est la patte du gain, entre guillemets, dans le sens où déjà on a 10 minutes pour livrer le client. Donc plus vous êtes rapide, plus vous allez recevoir des courses derrière et plus vous allez gagner d'argent. C'est un stress permanent dans le sens où on n'est jamais à l'abri d'avoir un accident. C'est toutes les 2 secondes, il peut y avoir quelqu'un qui surgit de n'importe où. Donc ça, c'est vrai que c'est un très très gros risque. En effet, dans les grandes villes, les accidents sont fréquents. Résultat, nombreux sont ceux qui ont vu la mort de près. C'est le cas de Barthélémy, ce jeune étudiant de 21 ans. C'est à Bordeaux, sur les lieux de son accident, que le jeune homme nous a donné rendez-vous. Exactement, c'est exactement juste là. J'étais assez fatigué et à ce moment-là, la voiture devant moi a freiné et j'étais tellement fatigué que j'ai pas eu le réflexe et je suis rentré dans le pare-brise. Vous êtes rentré dans la voiture à travers le Non, mais je me suis presque désencastré quand je suis sorti. J'avais la tête, j'ai presque la trace de mon corps sur la voiture. Couvert de sang, son premier réflexe est de contacter la plateforme de la société de livraison pour les prévenir.
Alors déjà, la première chose, il me demande comment je vais, qu'est-ce qui s'est passé, mais en 2-3 questions. Et après vient directement la question comment va ta commande, est-ce qu'elle peut être encore livrée? Et donc là, je suis ahuri de cette question. Pour reconstruire le visage de Barthélemy, les médecins lui posent 80 points de suture. Après 4 heures d'intervention, il apprend qu'il aura des séquelles, à vie. Ça a dû être difficile comme moment, non? Oh, c'était pas le plus difficile, c'est plus après qui est difficile quand on s'en rend compte. Mais c'est tous les jours, quand on se lève, qu'on voit qu'on n'est pas le même visage qu'avant, que les gens ils nous regardent dans le tram, qu'ils nous regardent avec des grands yeux, et dès qu'on les regarde, ils tournent le regard. Ouais. C'est ça qui est dur. Depuis son accident, Barthélemy doit se rendre 2 fois par semaine chez la kiné. Il devrait également subir dans les prochains mois une intervention laser sur son visage. Des soins qui lui prennent beaucoup de temps et d'argent. Est-ce que ça a été considéré comme accident du travail? Alors non, ce n'est pas accident du travail parce que on n'est pas des employés. On est des auto-entrepreneurs, donc semi-associés ou partenaires comme ils l'appellent. Donc c'est tout à notre charge et il n'y a pas du tout de dédommagement pour les associés ou partenaires. Résultat, lors de son accident, Barthélemy n'était pas assuré et il n'a eu droit à aucune compensation financière. Ce sont donc ses parents qui ont pris en charge les frais médicaux. Conditions de travail extrêmes, faillite, le business 2.0 de la livraison de repas à domicile représenterait donc parfois un pari risqué. Mais vous allez voir que la dernière tendance est tout autre. Il ne s'agit plus de commander un repas via son application, mais de réserver un chef en chair et en os. Paris, 18e arrondissement. Il est 19h et Boris commence sa journée de travail. Il est chef à domicile. Bonsoir. Bonsoir. Boris. Claudel. Enchantée. Bonsoir. Bienvenue à la maison. Bah merci. Ok, donc c'est ici que ça se passe. Voilà. C'est parfait. Il ne dispose que de quelques mètres carrés pour sortir un menu digne d'un grand restaurant. Mais il ne semble pas inquiet. Là, on a tout ce qu'il faut, on a un minimum de plan de travail. On a un évier à proximité, des plaques, un four, une hotte aspirante, donc tout ce qu'il faut pour travailler. Le strict nécessaire, donc, est largement assez pour cuisiner. Car adaptation, c'est le maître mot pour le chef à domicile. On commence toujours par le dessert, parce que c'est en général la chose qui prend le plus de temps. Par exemple, l'entrée, on peut la faire à la minute, et la dresser et l'envoyer. Le couple a réservé Boris sur ce site internet qui compte 400 chefs à domicile. Le client choisit son menu et le cuisinier arrive le jour J avec les produits nécessaires. Alors, qu'est-ce que vous nous concoctez? Sablé breton, il y a aussi l'infusion de bissap, enfin de coquelicot quoi. Et là, je suis en train de préparer quelques ballotines de dinde. Il est 20h30, le dîner va être servi. Comme dans un vrai restaurant, sur la table trônent des bougies, un service de table complet et l'indispensable carte avec le menu du soir. On a parfois les plats à la bonne franquette. Quand je vois le menu, je m'attends à bien manger. Voilà. Un chef à la maison serait donc la solution idéale pour profiter pleinement du confort du restaurant dans son salon. Ça me permet de passer la soirée avec vous, comme ça j'ai pas toujours à faire des allers-retours dans la cuisine. Voilà. Ça permet de recevoir autrement. Ça veut dire que on a quand même l'expérience du chef qui est à côté, qui explique ses plats. On a des associations qui sont plus recherchées, même si j'aime bien cuisiner.
Ça me permet de... vraiment, j'ai rien à faire. Un luxe abordable, 35 € tout compris par personne. Les amis estiment en avoir pour leur argent. Quand on commence à faire la fête le samedi soir ou le vendredi soir, l'addition augmente très rapidement. Alors que si on est ici à la maison, bah, chacun ramène sa petite bouteille et on fait la fête chez soi, tranquillement, sans avoir des additions très. Ici, pour l'addition, pas de mauvaise surprise. Tout a été payé en amont sur Internet. Cerise sur le gâteau, alors que les invités dégustent le dessert, Boris, lui, fait la vaisselle. Merci, chef. Bravo, chef. Merci. Félicitations, c'est excellent. Chef. Cheers. Santé. Bah, je vais faire le tour du coup. Santé, chef. Santé, j'ai toujours rêvé de dire ça. Entre chef à domicile, livraison ou restaurant virtuel, la concurrence fait rage sur Internet. Le marché devrait même exploser dans les années à venir. Plus qu'une tendance, il s'agirait donc bien d'une nouvelle manière de s'alimenter des Français. Des Français toujours prêts à plus d'innovation pour se régaler. Plus d'1 milliard. C'est le nombre de burgers vendus en France l'an dernier. Nous sommes les deuxièmes plus gros consommateurs en Europe. Face aux géants américains, vous allez voir que des restaurateurs français ont senti l'opportunité et jouent la carte du haut de gamme. Malgré tout, ce sandwich emblématique des États-Unis traîne une mauvaise réputation. Alors est-il bon ou mauvais pour la santé? Comment en quelques années a-t-il détrôné le mythique jambon beurre? Dans les secrets du burger, c'est une enquête signée Alexandre Zuren. Paris, capitale de la gastronomie. Dans ce prestigieux établissement, Marc a ses habitudes. Bonsoir. Il déjeune ici 2 fois par semaine. Et s'il revient aussi souvent au bar de cet hôtel, c'est pour un seul et unique plat. Alors, je vais vous prendre votre hamburger. Le burger? Ouais. Quelle cuisson, monsieur? Bleu. Ça marche, chef. Un couvert au bar, un hamburger bleu, salade verte, s'il vous plaît. Oui. Ce sandwich américain va être cuit, préparé et assemblé par le chef étoilé en personne, Julien Roucheteau. Donc là, la cuisson, elle est bleue, hein, donc ça va très vite. Hop. Gentiment le laisser au chaud. On met des produits pour travailler. C'est pas juste un assemblage. Déjà d'une, la viande. La viande, c'est une viande de charolais hachée au couteau. On a de la poitrine fumée, tranchée, fraîche, des tomates confites. Tout ce travail, cette recherche, le produit, les assaisonnements et tout ça, bah, ça demande quand même un savoir-faire. Allez, service s'il vous plaît. Un savoir-faire qui a fait de ce plat un véritable succès. Et à chaque fois, il s'assure personnellement que le burger est à la hauteur de l'attente gustative de ses clients. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout se passe bien? Formidable. Ouais, formidable, formidable. C'est incroyable. Déjà, la viande, moi je l'aime bleue. Et donc, pour réussir à faire une viande bleue dans un burger, mais qui reste chaude, ça c'est difficile. Donc, quand vous avez des très très bons cuisiniers, ils sont capables de faire ça. Mais cet art culinaire a un prix, 24 €. Une somme tout à fait justifiée pour Marc. C'est une somme, hein, c'est sûr, mais pour manger un hamburger de cette qualité-là, dans cet endroit-là, c'est pas très cher. Longtemps considéré comme le symbole de la malbouffe, depuis quelques années, le burger monte en gamme, jusqu'à devenir le sandwich préféré des Français.
En France, un sandwich vendu sur 2 est un hamburger. On en consomme un toutes les 38 secondes. Nous sommes aujourd'hui les deuxièmes plus gros consommateurs de hamburgers en Europe, après les Anglais. Je pense que le burger, les Big Mac. Combien de fois par semaine à peu près? Une fois par semaine. Popularisé en 1979 grâce à McDonald's, en 40 ans, il est devenu incontournable. Et les enseignes de fast-food se sont multipliées. Burger King, Quick et le petit dernier arrivé sur le marché, Five Guys. Merci beaucoup. Mais aujourd'hui, le burger veut redorer son image et ne plus être le symbole de la junk food. Et cette révolution, c'est par l'assiette qu'elle passe. C'est un peu plus en haut de gamme que ce qu'on voit dans les fast-food ou quoi. Alors, comment en quelques années, ce simple sandwich américain s'est-il imposé comme le plat phare de nos brasseries? Qu'est-ce qui le rend si attrayant auprès des consommateurs? Et cuisiné par de grands chefs, devient-il bon pour notre santé? On a quasiment le nombre de calories rien que là pour un homme la journée entière. Pour une femme, même trop. Nous avons tenté de percer les secrets de la Burger Mania. Bonjour Grégory. Bonjour Alexandre. Vous faites un petit café? Volontiers. Nous avons poussé la porte des bistrots de quartier qui ont tout misé sur ce plat et ont décidé d'en faire un produit noble. Pourquoi pas amener dans un empilement en fait, de matière comme ça, un peu de la gastronomie française et un peu de notre terroir. Nous sommes partis à la rencontre des géants américains qui, face à cette nouvelle concurrence, ont décidé de passer à l'offensive. Nous pensons que nous avons un bel avenir sur le marché français, oui. Enquête dans les secrets de la nouvelle star des restaurants français, le burger. Paris, sur la plus belle avenue du monde, une nouvelle enseigne de fast-food est bien décidée à faire de l'ombre aux trois géants qui se partageaient jusque-là le marché en France. En ouvrant son plus grand restaurant du monde sur les Champs-Élysées, elle a un seul objectif, conquérir la clientèle française. Et le mot d'ordre est donné dès le matin. Du sourire, du service en fait personnalisé avec chaque client. On sort des frites parfaites, des burgers parfaits. Donc je compte sur vous, éclatez-vous, amusez-vous aujourd'hui. C'est votre jour. Merci beaucoup. Venue des États-Unis, cette enseigne bénéficie d'une solide réputation depuis que l'ancien président américain Barack Obama en a fait son restaurant préféré. Et voici Maxime. C'est lui qui est chargé de développer la marque en France. Et son discours est bien rodé. On est vraiment des passionnés du burger et on partage ça avec nos clients. Et donc ils deviennent fans de nos produits, fans de notre marque, comme on l'est nous-mêmes d'ailleurs. Nous avons voulu comprendre comment l'enseigne s'y prend pour tenter de transformer les consommateurs français en véritables fans. Bonjour. Bonjour. Maxime. Enchanté, Alexandre. Pour cela, nous commençons par passer commande. Je vais vous prendre un Little Hamburger avec du piment jalapeno et de la salade. Il y a encore 4 petites frites, les gars, s'il vous plaît. L'enseigne américaine joue la carte des burgers haut de gamme. Comprenez, des sandwichs frais, fabriqués devant vos yeux. C'est entre
entre 3 et 4 heures de préparation pour vraiment préparer toute la nourriture pour la journée. La viande est reçue hachée. Ah, elle est reçue hachée. Et nous la transformons en portions de steak haché au quotidien, tous les matins par les équipes. Et est-ce qu'on peut demander sa cuisson? Non. Les viandes sont cuites à point. Pour quelle raison? C'est fait comme ça, c'est notre standard. Si le client ne peut pas choisir la cuisson de sa viande, c'est lui en revanche qui décide quels ingrédients composeront son burger. Du sur-mesure qui a un prix 13,70 € pour un burger, un soda et des frites. 104, c'est nous. Merci beaucoup, monsieur. C'est 4 € plus cher qu'un menu standard dans un autre fast-food. Mais cela n'empêche pas l'enseigne de vendre, rien que dans ce restaurant, jusqu'à 5000 burgers par jour. Alors, le prix est-il un gage de qualité pour le consommateur? Les ingrédients frais qu'on peut rajouter, personnaliser son sandwich, c'est pas mal. C'est bien. Le cornichon a l'air assez tentant et le champignon aussi. En tout cas, il a l'air bien grillé. C'est plutôt positif. La qualité de la salade, c'est pas... Je pense que là, on peut revoir un peu quelque chose. Le groupe vise l'ouverture de 40 restaurants en France dans les 3 prochaines années. De quoi faire trembler ses concurrents, car la guerre des burgers est bien lancée en France. Alors, pour comprendre l'engouement des Français pour ce sandwich, nous sommes allés rencontrer Grégory Messer. Bonjour Grégory. Bonjour Alexandre. Tu fais un petit café? Volontiers. En fait, je pense que le burger il a toujours été là. Moi, je me souviens, pendant mon enfance, j'étais fan du burger. Donc déjà, pour ma génération, c'est quelque chose qui était déjà présent. C'est quelque chose qu'on aimait déjà. Et au fur et à mesure, on a cherché à vraiment faire évoluer ce burger pour plaire à ma même génération, mais qui avait grandi. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une affaire lucrative que de monter une cantine burger? C'est un produit qui a une bonne stratégie commerciale. Il y a un bon rapport prix-quantité. Moi, en tant que jeune entrepreneur, j'aime ce produit, je sais le faire. Si mon chef il se plante, je peux me mettre en cuisine. En termes de marketing, j'ai pas besoin d'un consultant. Donc je suis tout à fait capable de lancer mon restaurant et lancer mon burger tout seul. Et vous allez voir que si le burger est devenu incontournable sur la carte des restaurants, il y a une bonne raison. Son coût de fabrication. Paris, 8 h du matin. Dans ce restaurant parisien, c'est l'effervescence. Ouais, très bien. Ouais, où tu veux. Cet établissement, ouvert depuis 1 an et demi, est ce que l'on appelle une cantine à burger. Ici, on ne sert que ça. Voilà, donc là on a notre boulanger qui ont travaillé toute la nuit et qui nous livre justement nos buns qui sont livrés tous les matins. Donc voilà, là ils sont là. Les patrons, Édouard et Charles, sont 2 anciens étudiants en commerce. S'inspirant de certaines enseignes américaines, ils ont décidé de proposer une offre qualitative et surtout abordable. Et pour ça, ils font des économies à tous les niveaux. Tous les légumes, on les reçoit à l'état brut. Et ensuite, c'est nous qui les transformons. Donc là, on a reçu à peu près 3 kilos de champignons. Et si tu veux, 10 minutes après, c'est bon, ils sont déjà en chauffe. Il existe des champignons prédécoupés. Mais en gros, on paye à peu près 1/3 du prix par rapport à des produits qui seraient déjà transformés. Et pour réduire le coût de la main-d'œuvre, les patrons passent même derrière les fourneaux. Leur staff n'est composé que de 5 personnes. Mais dans leur cuisine, ne cherchez pas le chef, il n'y en a pas. C'est jamais les mêmes personnes qui font les fermetures, c'est jamais les mêmes personnes qui font la cuisine le matin. Tout le monde est polyvalent, tout le monde tourne. C'est-à-dire que tout le monde est interchangeable. Si jamais quelqu'un a un souci, est malade ou quoi que ce soit, c'est pas grave en fait. On peut le remplacer en demandant à un autre équipier s'il peut venir travailler à sa place. Et c'est très pratique en fait.
Salut. Ça va? Ouais, ça va. Paf, c'est bon, c'est en les 60 kilos. Impeccable. 50? Ok. Mais avec les effectifs restreints, il faut réduire au maximum le temps de préparation. Chaque jour, ils servent ainsi 80 kilos de frites. Pourtant, chez eux, personne n'est de corvée de patates. Tiens, c'est good. Bon, merci, bonne journée, salut. Donc là, c'est la livraison des frites qui a lieu tous les matins. Donc c'est des pommes de terre qui viennent de Picardie. Ils tranchent les pommes de terre et les épluchent sur place. Ensuite, les camions prennent la route durant la nuit. Et donc, ils nous livrent le matin des frites fraîches, sous vide. Donc avec aucun autre produit, aucun additif, aucun conservateur. Bah, en gros, là, au kilo, on est entre 1,20 et 1,40. Des frites fraîches, découpées et épluchées, c'est en fait 40% plus cher que des pommes de terre classiques. Mais en optant pour ce choix, ils économisent 5 heures de travail. Midi, c'est parti. Allez, emporter, sans boisson. Comme chaque jour, une centaine de clients est attendue. Tous paieront 11 € pour un hamburger avec frites et boissons. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne fait pas hamburger surgelé. On a l'impression que c'est des produits frais qui sont dedans. Entre le steak, les oignons, le pain. Quand on voit le hamburger, il est quand même assez copieux. Et puis, je trouve par rapport à ce qu'il y a dans les alentours, ouais, il est vraiment intéressant en termes de prix. Alors, ce restaurant peut-il être rentable avec un burger artisanal vendu à ce prix? On va avoir 30% qui est lié à nos matières premières, 30% qui est lié aux charges de personnel, 30% aux charges fixes et différentes petites charges variables, communication, le loyer, etc. Et puis nous, en fait, on a à peu près 10% de marge nette à la fin sur le burger. Du coup, ils ont pu ouvrir un deuxième établissement. Mais les deux associés ne comptent pas s'arrêter là. L'objectif, ça pour le coup, c'est pas un rêve, c'est d'en ouvrir un troisième déjà. Et ensuite, si ça continue, en ouvrir un quatrième, un cinquième, un sixième. Une cuisine simple à faire et surtout très rentable. Conséquence, les cantines à burgers fleurissent dans l'Hexagone. Il y en aurait plus d'une vingtaine dans la capitale. Alors, vous allez voir que face à ses concurrents, le leader historique des fast-foods en France a décidé, lui aussi, de riposter. La contre-attaque du géant américain se met en place depuis quelques mois, en toute discrétion, dans quelques restaurants. Un tout nouveau menu, signature, est arrivé, proposant des burgers haut de gamme. L'enseigne a refusé de répondre à nos questions, mais a accepté nos caméras dans un de ses restaurants. Nous sommes sur les Champs-Élysées. Ici, tout a été modernisé. Des écrans tactiles remplacent les employés. On soigne l'image de ces nouveaux restos avec une commande préparée à la minute. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. À bientôt. Comme dans une brasserie, on nous apporte notre plat à table, avec des couverts. Changement donc de stratégie pour le géant qui avait conquis l'Hexagone en clamant qu'on pouvait manger avec ses doigts. Alors, est-ce que ce nouveau menu gourmet, vendu 14 € plaît au palais exigeant des Français? C'est un menu qui est assez cher. Déjà parce que vous avez une part de steak plus importante. Et puis la présentation avec les frites, une quantité qui est quand même plus grande qu'habituellement. Bah, franchement, je pense que c'est un bon rapport qualité-prix. Ouais, c'est meilleur quoi que les autres menus. Vous voulez que je vous dise la vérité? Tout est cher, hein. Mais de temps en temps, il faut se faire plaisir. C'est tout.
Et si ce menu signature parvient à conquérir le public français, il trouvera définitivement sa place sur la carte du géant américain. Au final, qu'il soit vendu 14 € ici, chez le leader des fast-food en France, 13,70 € dans le restaurant préféré de Barack Obama, ou 11 € dans la cantine à burger, ces sandwichs se disent tous frais et faits sur mesure. Alors nous avons voulu savoir ce qu'ils valent vraiment. Pour cela, nous sommes allés rencontrer Xavier Denamur, restaurateur et défenseur du fait maison. Bonjour Xavier. Bonjour Alexandre. Alors vous êtes prêts? On va aller autopsier 3 burgers. Ah, l'autopsie d'un hamburger, moi ça me plaît bien. Ouais. Ouais. Pour nous, il a accepté de goûter à l'aveugle les 3 sandwichs. Et il commence par les 2 burgers des fast-food américains. C'est plutôt très sec, c'est un problème. Bon, très sec, c'est archi cuit. On a une espèce d'odeur classique, un peu de, surtout du gras, mais en fait, même s'il y a du gras, c'est sec. Donc voilà, donc je vais goûter le deuxième. Hein, je fais le goût. Alors là c'est un peu mieux. Donc c'est toujours trop cuit, la viande est toujours archi cuite. Et si la viande est archi cuite, pour les 2 premiers burgers, il y a une raison. Dans ces viandes hachées qui arrivent de plusieurs bœufs, avec les risques, parce que souvent on prend dans le collier, avec les risques, et d'ailleurs des viscères qui passent par l'animal, donc on a le problème de la transmission d'une bactérie qui s'appelle Escherichia coli, qui peut te donner donc des diarrhées très dangereuses, qui peuvent te faire quasiment mourir. Et donc à partir de là, on carbonise la viande. Pour les 2 premiers burgers, le steak a été cuit à 69 degrés. C'est la règle pour tous les fast-food, car à cette température, aucun germe, aucune bactérie ne survit. Notre expert goûte maintenant le dernier burger. Là, on a une bonne odeur du fromage. Là, Ce dernier hamburger artisanal ravit notre expert. Mais surprise, c'est le moins cher des 3. Ça, c'est combien, ça? Ça, c'est 11. Avec les frites? Oui. C'est un très bon rapport qualité-prix. Ça, c'est 12. Et ça, c'est 13,90. Oh. Notre expert n'a pas aimé les 2 burgers des fast-food. C'est très cher. Bon, c'est de l'assemblage industriel. De manière générale, est-ce que c'est une nourriture équilibrée? Est-ce que c'est une nourriture calorique? Oui, on a quasiment le nombre de calories, rien que là, pour un homme, la journée entière. Pour une femme, même trop. Le burger est autant aimé que décrié. Chaque Français en consomme en moyenne 18 par an. Aujourd'hui, 75% des restaurants de l'Hexagone le proposent à leur carte. Et vous allez voir qu'ils s'invitent même à la table des grands chefs. Partout dans l'Hexagone, les étoilés se déchaînent. Le New York Times a même attribué le prix du meilleur burger du monde à Yannick Aleno en 2010. Michel Saran, 2 étoiles à Toulouse, a même signé la recette d'un burger pour un restaurant de la ville. Mais un homme a décidé d'aller encore plus loin. Il a associé 3 noms de grands chefs pour créer la première chaîne de burgers étoilés. La semaine s'est bien passée. La famille a très bien travaillé et depuis le début de la semaine, c'est impeccable. À Bordeaux, nous rencontrons Bruno Odos dans un de ses restaurants. Il a ouvert il y a 3 ans, partant du constat que dans nos assiettes, le burger est en passe de détrôner le traditionnel steak frit. Moi j'étais dans la brasserie, restauration traditionnelle sur Bordeaux. Et là je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire plaisir aux gens en mangeant rapidement et en retrouvant toute la gastronomie française. Et l'idée du burger m'est venue comme ça, c'était normal. Il décide alors de créer une brasserie qui ne propose que des sandwichs américains. Mais pour les fabriquer,
il a fait appel à 3 grands chefs étoilés. Pascal Nibaudot, Fabrice Biasiolo. Je peux te prendre un torchon, Benjamin, s'il te plaît? Et Christophe Gérardeau, meilleur ouvrier de France. Je me suis dit, pourquoi pas amener dans un empilement de matière comme ça, pourquoi pas amener un peu de la gastronomie française et un peu de notre terroir. On essaie de faire des hachés de veau, des hachés d'agneau, des hachés de... tout un tas de viandes que l'on ne trouve pas spécialement sous cette forme-là. Une chose très importante que j'ai oubliée, c'est la sauce aussi, la sauce au cèpe, le cèpe de Bordeaux, qui est un incontournable un peu de la région. Service, s'il vous plaît, un Made in Sud-Ouest. En salle, on est loin du cliché de la junk food. Vendu entre 10 et 18 €, le petit pain rond est dégusté à table avec de vrais couverts. C'est sûr que c'est autre chose, oui. C'est un peu plus en haut de gamme que ce qu'on voit dans les fast-food ou quoi. Avec bientôt 12 restaurants et un chiffre d'affaires proche de 1,5 million d'euros, Bruno Odos voit grand pour les 3 prochaines années. On sera à peu près 90-100 points de vente et on attaque le marché international cette année sur les États-Unis. Du fast-food à la table étoilée, en une décennie, le burger est passé du symbole de la malbouffe à un plat gastronomique. Récemment, à Las Vegas, le menu burger le plus cher du monde a même vu le jour. 4 700 € pour déguster un petit pain brioché aux truffes garni de foie gras. Décidément, la déferlante des burgers ne fait que commencer. C'est la fin de votre magazine d'enquête sur Énergie 12. Merci à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. À tout de suite.